Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison du Jury Minute. Nous démarrons la saison de manière un peu particulière puisqu'elle sera animée aujourd'hui entièrement par une table ronde d'experts. Experts universitaires, notaires, partenaires que nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés lors de la Genapi Legal Day, notre tout premier colloque juridique qui s'est tenu le 17 janvier. Il y a eu 6 tables rondes liées à 6 thèmes d'actualité et sur chacun de ces thèmes, nos experts vous partagent leur vision et bien sûr, comme d'habitude, nous mettrons en avant les clauses qui ont été mises à jour. À quoi justement, quand on est notaire, il faut être vigilant, particulièrement dans les nouvelles dispositions qui sont en vigueur depuis le début de l'année? Alors, il y a des conditions, effectivement, pour être éligible au DuTrail en dehors de la société, et notamment le principe, et on verra, je pense, tout à l'heure qu'il y a une exception, notamment, mais la base du pacte DuTrail, c'est un pacte. Donc, il faut qu'il y ait un pacte. Curieusement, aujourd'hui, on peut faire un pacte avec une personne. Donc, c'est un engagement collectif individuel, à ne pas confondre avec l'engagement individuel de conservation. Donc, il va y avoir des confusions. Donc la base, c'est de conclure entre les associés de la société un pacte qui soit souscrit par les associés et qui représente un certain nombre de titres de la société pour pouvoir bénéficier de cette exonération, puisque le pacte doit porter autrefois sur 64% et aujourd'hui on est sur 17% des droits de vote et 34% des droits financiers. Donc il y a une confusion possible. Le but étant de favoriser vraisemblablement des actions à vote double ou à vote multiple, mais il va falloir faire attention parce que les conditions de ce pacte et les conditions de détention doivent être conservées sur toute la durée du pacte. Et le pacte engagement collectif, c'est 2 ans, mais derrière, l'engagement individuel, c'est 4 ans. Donc on a quand même 6 années pendant lesquelles une entreprise bouge. Ça bouge souvent. Beaucoup, donc il va falloir comptabiliser pour être sûr de répondre à ces critères. Si je peux juste compléter, en fait, les sociétés unipersonnelles pouvaient déjà en fait souscrire des DuTrail avec le 787C par le passé. Il y avait le réputé acquis qui pouvait être utilisé également dans ce cas de figure, mais avec un certain nombre de contraintes. Donc finalement, ce que ça change, c'est que désormais, ce type d'engagement pourrait être pris alors même que le chef d'entreprise ne détiendra pas sa boîte depuis 2 ans. Et puis surtout, ça lui permettra aussi de conserver la direction de la société. Parce que dans le réputé acquis, le donateur ne peut pas conserver la direction de la société. Et dans le 787C non plus. Quand on donne son entreprise individuelle ou la totalité de ses parts sociales, la direction est prise en charge directement par le bénéficiaire. Donc il y a une petite modification, souplesse. Ce qu'il se passait jusqu'à présent, au niveau des conditions de forme, donc il y avait une obligation de transmettre des attestations déclaratives, de remplir des obligations déclaratives au jour de la transmission, ce qu'on pouvait qualifier d'attestation initiale. Il était prévu qu'à l'appui de la déclaration de succession ou de la donation soit produit par la société cible une attestation certifiant que l'engagement collectif de conservation des titres, le CCT, a été respecté jusqu'au jour de la transmission. À la suite de la transmission, on retrouvait des obligations déclaratives à 2 niveaux. D'une part, à la charge de la société cible, donc qui intervenait pendant l'engagement collectif de conservation des titres. Dans ce cas-là, la société cible devait transmettre au SIE compétent une attestation certifiant que le CCT a été respecté et également révélant l'identité de la personne remplissant les conditions d'activité. Cette attestation devait être transmise dans les 3 mois suivant le 31 décembre de chaque année, à compter du jour de la transmission, jusqu'à l'expiration de l'ECCT. On retrouvait également une autre attestation annuelle, cette fois-ci à la charge des bénéficiaires de l'exonération. Chacun d'eux devait transmettre individuellement, toujours au SIE compétent, une attestation certifiant que l'engagement individuel de conservation des titres, le ICT, a été respecté et indiquant également toujours l'identité de la personne remplissant la condition d'activité. Cette attestation devait aussi être transmise dans les 3 mois suivant le 31 décembre de chaque année, à compter du début de l'EICT jusqu'à son terme.
Donc on pouvait qualifier ça, si on veut, de carte de vœux adressée à l'administration fiscale. Elle l'exigeait d'ailleurs, elle souhaitait qu'on lui adresse cette carte de vœux. Eh bien, figurez-vous que dans le cadre de la loi de finances 2019, l'administration fiscale ne souhaite plus qu'on lui adresse de carte de vœux, puisqu'elle en a profité pour supprimer ces attestations annuelles que je viens de vous décrire. Et également, ça pourrait paraître plus anecdotique, mais transférer également la charge de la rédaction des attestations aux sociétés dans toutes les hypothèses. Donc, je vais vous décrire ce qui se passe désormais par l'intermédiaire de la loi de finances. On retrouve toujours l'attestation initiale qui doit être produite à l'appui de la déclaration de succession ou de la donation. Ça n'a pas changé. Et postérieurement à la transmission, nous retrouvons deux types d'attestations. Une que l'on pourrait qualifier d'attestation sur demande, puisque dans les 3 mois de la demande faite par l'administration, le bénéficiaire de l'exonération devra lui transmettre une attestation qui lui aura été remise par la société cible, certifiant que les engagements visés du A à D de l'article 787B du CGI, donc les conditions de fond qui sont exigées finalement pour le bénéfice de cette exonération, ont été remplis de manière continue depuis la date de la transmission. Donc ça, c'est l'attestation sur demande. Et on retrouve également, qui est une nouveauté, ce qu'on pourrait qualifier d'attestation finale, puisqu'une attestation doit être adressée dans les 3 mois qui suit l'expiration de l'EICT, et donc attestation certifiant, fournie par les bénéficiaires de l'exonération transmise par la société cible, certifiant que les engagements, également les conditions de fond, ont été respectées jusqu'à leur terme finalement. Si vous aviez pour habitude de rédiger ou de faire parvenir en tout cas à vos clients l'attestation annuelle qu'ils devaient produire auprès de l'administration fiscale, je vous invite à poursuivre ces habitudes que vous aviez prises avec vos clients, ne serait-ce que pour leur rappeler annuellement au moins qu'ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris afin de ne pas perdre justement le bénéfice de l'exonération. Le fait en effet de chaque année de leur envoyer ce type d'attestation pour leur rappeler qu'ils doivent poursuivre leur engagement collectif, ça nous permet aussi de garder un lien avec nos clients. Donc plutôt que de faire du one-shot, quand on se lance dans une stratégie de transmission d'entreprise avec un engagement du Trade, et bien derrière, on peut conserver un lien annuel avec le client, sans pour autant qu'il ait besoin de nous par ailleurs, pendant 6 ans. Donc c'est quand même une bonne opportunité aussi. Un point qui est intéressant d'ailleurs dans cet avant-contrat, cette promesse unilatérale de contrat, qui est en définitive un pacte d'option. C'est un acte par lequel je donne à l'autre contractant une possibilité d'opter soit pour le dénouement du contrat cible, soit pour laisser tomber l'opération. Ce qu'on voit bien que dans l'écriture de l'article 1124, si on peut revenir à la formulation, c'est qu'il confère bien au bénéficiaire un droit d'opter. Il me semble que cette rédaction, pour le praticien, invite à remettre sur le devant de la scène l'option par laquelle je vais décider soit d'exercer la faculté, d'acheter, dans mon exemple, de louer, d'hypothéquer, de prendre à bail, ou au contraire, je vais décider de ne pas exercer cette faculté, de laisser tomber l'opération. Il me semble que ça invite à remettre dans la rédaction, à remettre sur le devant de la rédaction la notion d'option qui, dans certaines formules, avait quasiment disparu. On voyait des promesses unilatérales de contrat dans lesquelles il n'y avait plus d'option. Je crois que la rédaction, elle invite à remettre sur le devant de la scène l'option, et peut-être même d'ailleurs à tirer un certain nombre de conséquences, ou en tout cas à aller voir ce qui se passe derrière l'option. Parce que finalement, souvent, il y avait une ligne, dans le meilleur des cas, il y avait une ligne pour dire que le contrat de promesse se dénouera par le contrat définitif, soit parce qu'on va signer directement le contrat définitif, on s'est téléphoné, on s'est mis d'accord et on le signe, il n'y a pas de formalité, soit au contraire qu'on exerce cette formalité d'option. Et puis souvent, on s'en tient là. Et on ne dit pas, on n'explique pas ce qui se passe derrière cette option. Il me semble que la rédaction du contrat invite à se poser la question de ce qui se passe derrière cette option. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai opté, où sommes-nous ? Est-ce qu'on est dans une zone grise ? Est-ce qu'on a changé la nature des relations entre les parties ? Que se passe-t-il après cette option si l'une des deux parties ne vient pas ? Et quelle est d'ailleurs la portée de l'option sur la globalité du contrat ?
Premier sujet, en effet, quelle est la relation entre l'option et les conditions suspensives? Est-ce que opter, c'est nécessairement renoncer aux conditions suspensives? Je ne crois pas. Et il y a souvent d'ailleurs une confusion. Souvent, dans les rédactions, on a le sentiment que opter implique de renoncer aux conditions suspensives. Non. Opter, c'est simplement exercer la faculté d'acheter, dans notre exemple, de transformer le contrat de promesse en contrat de vente. Pour autant, les conditions suspensives, elles existent. Celles qui n'étaient pas réalisées, pourquoi seraient-elles impactées par l'option? C'est une question. On pourrait décider du contraire dans le contrat. On pourrait dire la faculté d'option sera une décision de renonciation au bénéfice des conditions suspensives. C'est là que va votre préférence? Non, c'est un choix. Je n'ai pas de préférence. Oui. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise solution contractuelle. Il y a Comment des arbitrer, solutions justement contractuelles adaptées à une situation. C'est une question de deal, de négociation. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se poser la question. Votre option laissera-t-elle vivre les conditions suspensives ou implique-t-elle une renonciation aux conditions suspensives? Voilà par exemple une première question. Une deuxième question, c'est le rôle du rédacteur de s'en emparer et de faire son choix pour sa trame d'acte habituelle, ou en tout cas de le négocier au cas par cas selon les circonstances. Il y a peut-être des conditions suspensives dont on peut considérer qu'il y a un sens, ça a un sens d'y renoncer, et d'autres auxquelles ça n'a pas de sens de renoncer sur le plan pratique. Il y a un deuxième sujet, c'est que se passe-t-il derrière cette option? Lorsque j'ai opté, où sommes-nous? Si on est dans l'exemple du contrat de promesse de vente, ça veut dire que probablement on a glissé d'un contrat de promesse à un contrat qui est devenu un contrat de vente. Donc ça pose un certain nombre de questions. Alors comment on l'exécute? Que se passe-t-il si l'un des deux ne veut pas l'exécuter? Est-ce qu'il faut envisager donc une résolution de ce qui est devenu un contrat synalagmatique? Donc je crois qu'il y a un certain nombre de questions à se poser et de situations à écrire et à envisager. C'est ce que j'ai proposé dans les formules qui sont là, mais qui ne sont que des formules, que des propositions de recettes à chaque cuisinier d'adapter la recette au repas qu'il a l'intention de servir. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut reprendre la main sur ces rédactions, sur nos promesses unilatérales. Effectivement, la sanction de l'inexécution de la promesse unilatérale a été réformée par l'ordonnance sur des propositions de la pratique, sur des propositions de la doctrine. Et ce point est un des points qui pourrait faire une des applications anticipées de la réforme, puisqu'il y a une décision inédite de la Cour de cassation rendue en septembre 2017, où il y avait des promesses unilatérales croisées d'achat d'actions, et pour lesquelles la Cour de cassation a admis une exécution forcée, la conclusion du contrat, contrairement à sa position antérieure. Donc là, on est dans une des hypothèses d'incertitude de savoir s'il n'y aura pas application anticipée des dispositions de la réforme par revirement de jurisprudence, puisque la loi de ratification n'a pas réglé cette difficulté, encore une fois, au regard de l'hypocrisie institutionnelle qui existe par rapport au droit prétorien. Donc aujourd'hui, le règlement, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de choisir entre deux lois. Donc les critères de rattachement aujourd'hui, c'est la nationalité, c'est l'une des nationalités des époux ou des partenaires, ou le lieu de la résidence de l'un des époux. Donc on va voir que ce choix peut être fait au moment de la désignation ou de la modification. Quand je parle de désignation, c'est on va se marier ou on va se paxer. Donc ça, c'est une désignation. On est marié, on est paxé, on est partenaire. On parle de modification. On a parlé des gens qui se marient, mais il y a aussi les partenaires qui ont une possibilité en plus. Cette possibilité en plus, c'est la loi de l'état de création. Je peux choisir la loi dans laquelle j'ai créé mon partenariat, mon pax. Alors, pourquoi on donne cette possibilité-là en plus? Parce qu'ils ont une limite en plus. Ils ne peuvent choisir qu'une loi qui reconnaît les effets patrimoniaux d'un pax. Voilà pourquoi ils ont cette possibilité en plus. Quand on dit on a un choix de loi possible sur la base du règlement, prenez quand même la précaution dans vos actes de dire que les parties reconnaissent avoir été informées que si elles viennent à
présenter leur union, leur acte de choix de loi dans un État ne participant pas à la coopération renforcée, et a fortiori dans un État tiers, que cette loi ne sera peut-être pas reconnue. Parce que si vous ne leur dites pas, et qu'après ils se pointent dans un pays exotique, où on leur dit oh, « chez nous, ça ne marche pas ce truc-là », ils vont dire « mais moi, vous ne me l'avez jamais dit, vous, notaire ». Alors que moi, je vous l'avais dit que je voulais déménager en Arabie Saoudite. Bah oui, mais enfin bon, et on va vous dire, bah, prouvez-le, mon cher maître, que vous avez donné le conseil. Donc prenez toujours la précaution de le mettre dans vos actes. Le fait d'harmoniser l'exonération de plus-value à titre de résidence principale pour une personne de l'Union européenne ou de l'EEE, l'espace économique européen, et la Suisse, toute personne donc maintenant qui quitte la France pour retourner dans un pays de l'EEE peut bénéficier de l'exonération au titre de la résidence principale, comme un résident français qui cède sa résidence principale en restant en France. Donc il faut remplir à peu près les mêmes conditions, sauf qu'au niveau de cet étranger donc, qui s'en va, il faut qu'il ait cédé sa résidence au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de son départ. C'est-à-dire que s'il quitte en 2019, il faut qu'il ait cédé sa résidence au plus tard le 31 décembre 2020. Deuxième point dont je vous ai parlé sur les plus-values, qui est donc le texte qui existait déjà, qui permettait à un non-résident d'être exonéré pour la cession d'un bien qui n'était pas sa résidence principale, à partir du moment où il avait vécu au moins 2 ans, qui avait été domicilié fiscalement au moins 2 ans en France à n'importe quel moment dans sa vie antérieure. Donc ça pouvait être il y a 20 ans, pourvu qu'il puisse justifier d'une domiciliation fiscale en France pendant 2 ans et qu'il cédait son bien au plus tard dans les 5 ans de son départ. C'était la loi qui existait. Donc ça a été assoupli dans le sens que maintenant, on a porté le délai qui était réduit à 5 ans à 10 ans. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez céder dans les 10 ans de votre départ. Donc quelqu'un qui, en 2019, ça peut être quelqu'un qui est parti, par exemple, en 2009. Alors qu'avant, on était limité par 5 ans. Autre point important aussi, là, quand on fait des VFA, on peut être confronté à ça. Très souvent, on apprend un peu au détour d'une conversation que le vendeur a versé voilà, une petite commission à un intermédiaire. Donc, bien entendu, rien ne figure nulle part. Hein. Là, la loi est venue réglementer tout ça et encadrer le plafonnement des frais et commissions qui sont versés à des intermédiaires par le vendeur. Donc là, désormais, il faut impérativement que l'acquéreur donc d'un logement soumis au dispositif Pinel soit informé en amont, donc de manière estimative, lors du contrat de réservation, de ses frais et commissions et de leur quote-part qui est représentatif dans le prix d'acquisition. Et, chose très importante, il faut impérativement que le montant définitif de ces frais et commissions payés par le vendeur soit mentionné dans l'acte authentique de vente. Sinon, là, on peut même être responsable de ne pas avoir mentionné ce montant. Maintenant, c'est à vous de vérifier la vocation universelle et de vérifier si le legs peut bien être qualifié d'universel. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très compliqué dans certains cas. Effectivement, si demain, j'institue, moi je peux bien dire, Guillaume Aurigue, institut comme légataire universel Clémentine de la Fontaine, pas très compliqué, la vocation universelle coule de source. En revanche, vous le voyez tous les jours dans vos études, les testaments holographes ou mystiques ne sont pas forcément rédigés de la sorte. Donc c'est à vous maintenant de vérifier ça et d'interpréter. Deuxième prérogative qui vous est maintenant attribuée, c'est effectivement, vous l'avez justement souligné, très justement souligné, c'est de vérifier l'absence d'héritiers réservataires. Alors les héritiers réservataires, c'est quoi? C'est les conjoints et les enfants. Pour un notaire, vérifier si le conjoint est vivant ou il est mort, c'est pas très compliqué. On a un état civil qui est bien fait en France, on peut demander un acte de naissance, c'est rapide et c'est simple. En revanche, comment faire pour un notaire de vérifier l'absence d'héritier de descendants? C'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous l'avez dit,
c'est pour nous un travail supplémentaire. Donc on a eu depuis quelques mois beaucoup plus de demandes de vérification de l'absence d'attier réservataire. Comment faire pour faire un PV sur le champ? Puisque l'article 1007 dit bien qu'il doit être établi, le PV de dépôt du testament doit être fait sur le champ. Ça peut être concevable lorsque vous connaissez bien une famille, lorsque le testament est relativement simple, lorsqu'il n'y a pas de problème pour voir s'il y a bien une vocation universelle ou pas. Mais vous le savez très bien, ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans certains cas, vous n'aurez pas de difficultés, mais dans beaucoup de cas, vous aurez des difficultés pour établir sur le champ ce PV. Alors, il y a deux alternatives. La première alternative, c'est une proposition qui a été faite par le Cridon de Paris, qui est de faire un PV sur le champ, qui constate là uniquement des conditions de forme, c'est-à-dire effectivement le testament est bien fait, écrit et daté. Ensuite, c'est d'établir un acte de notoriété, et un troisième acte après arrive, c'est un PV complémentaire dans lequel, entre-temps, vous aurez pu constater effectivement la vocation universelle du legs et l'absence d'attirer réservataire. L'avantage de ce principe, c'est qu'on répond à la lettre de la loi, qui est de dire on fait un PV sur le champ, mais finalement, les délais, finalement, vous allez comprendre, seront les mêmes puisque vous serez obligé de publier qu'après le troisième acte complémentaire. Autre possibilité, qui est là faite par la Chambre des notaires de Paris et des Hauts-de-Seine, alors je ne sais pas pour les autres chambres, qui elle est de dire on fait un PV unique différé. En clair, vous ne faites le procès verbal qu'après avoir d'abord vérifié la vocation universelle et qu'après avoir fait aussi une notoriété ou avoir vérifié l'absence d'attirer réservataire. Une fois que tout ça est fait, vous faites un PV unique que vous envoyez après aussi bien au greffe, et vous allez pouvoir faire les annonces de publicité. L'inconvénient, c'est que quand on parle de sur le champ, on ne respecte pas tout à fait l'esprit de la loi. En revanche, il y a bien un seul PV qui est unique et qui reprend tout. Alors, je ne sais pas quelles sont les pratiques après un peu partout, mais voilà ce que j'ai pu relever en étudiant les textes. Oui, effectivement, Guillaume. En fait, moi, effectivement, sur Paris, et d'après les consignes qu'on a reçues au sein de notre chambre, c'est vrai qu'on a privilégié en fait la vérification de l'absence d'héritier réservataire. Donc, c'est-à-dire, on commence en fait par établir l'acte de notoriété. Une fois que la notoriété est établie, on fait le PV descriptif conformément à l'ancienne pratique. Et dans ce PV, on relate bien évidemment le caractère universel du legs et l'absence d'héritier réservataire. Donc, c'est vrai que ça déplace un petit peu la date du dépôt. C'est vrai qu'on est très clair en la matière, on ne respecte pas le formalisme du dépôt sur le champ, mais au moins on respecte, parce que c'était un petit peu l'esprit de la loi, surtout sur la notion de déjudiciarisation du droit de la famille, c'est surtout de respecter en fait le timing et les délais. Parce que si on dépose sur le champ le testament, comme on doit l'envoyer en fait dans le mois au greffe du tribunal d'instance et que les délais commencent à courir, on n'était pas tellement à l'aise par rapport à ça. Alors je sais que certains confrères, comme tu l'as dit très justement, font 3 actes, un dépôt sur le champ, une notoriété et un dépôt qui reprend un petit peu tout. Le premier aspect dont je souhaitais traiter, c'est une réforme qui peut paraître très technique, mais qui a beaucoup d'intérêt, qui est la possibilité pour un titulaire de permis de construire de déposer une nouvelle autorisation sur un foncier sans avoir besoin de retirer le permis préalable. Alors ça, c'est une possibilité en fait que la doctrine avait dégagée dans ces dernières années, et on savait en pratique qu'il était tout à fait possible à un promoteur d'avoir 2 permis sur un même foncier, mais le législateur est venu consacrer cette pratique, est venu la sécuriser. Et c'est important parce que ça répond à tout un certain nombre de préoccupations pratiques qui ont trait généralement à la commercialisation de l'actif. Je prends un exemple tout à fait concret. Vous avez un immeuble de bureau ou de commerce qui est construit, et vous avez un acquéreur qui se fait connaître ou un futur utilisateur et qui souhaite des aménagements importants du permis de construire qui a été obtenu. Jusqu'à présent, dans les VFA, on était obligé d'avoir une mécanique assez lourde
d'objets alternatifs, de PCM, avec des scénarios alternatifs, avec des garanties d'achèvement alternatives, etc. Là, aujourd'hui, en fait, le promoteur peut garder son permis et il peut décider de faire instruire un deuxième permis qui va répondre en fait aux objectifs de l'utilisateur, mais le promoteur sera bien titulaire des deux permis en même temps sur le foncier. C'est-à-dire que si le scénario B ne va pas jusqu'au bout, le promoteur peut revenir au scénario A. Et on peut avoir la même chose aussi en matière de logement. Là, je vais vous donner un exemple très concret sur un dossier que j'ai actuellement. J'ai un promoteur qui tente de construire en zone pavillonnaire un bâtiment R+7, comme l'y autorise le PLU, et mon client s'attend à ce que, pour une raison qui peut paraître assez extraordinaire, s'attend à avoir des recours contre son permis. Et donc le maire a fait savoir que dans l'hypothèse de recours, il souhaiterait que le bâtiment soit réduit à un R+5 au lieu du R+7. Donc là, typiquement, on peut avoir un promoteur qui dépose un premier permis R+5, qui sécurise son opération avec le R+5, et qui, dès qu'il a obtenu son permis R+5, dépose son permis R+7 et voit comment ça se passe. Et pendant ce temps-là, le promoteur peut commercialiser le R+5, peut même signer les VFA sur le R+5, dès lors qu'il a bien informé les acquéreurs de l'éventualité d'une surélévation de 2 étages. Donc en fait, cette petite mesure qui peut sembler relativement technique va pouvoir amener beaucoup de souplesse et beaucoup d'efficacité en termes de délai dans les promesses de foncier avec condition de permis de construire, dès lors qu'il y a une incertitude ou des scénarios alternatifs sur l'opération qui doit être projetée sur le terrain. Merci de votre attention. Rendez-vous le jeudi 4 avril pour l'épisode 2. Très bonne journée à tous.